Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur la chaîne de Lycépien. Aujourd'hui, nous recevons professeur Alexander Riley. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes professeur en sciences sociales aux États-Unis. Oui. Vous avez écrit ou coécrit 11 livres et vous écrivez aussi dans des revues. Oui. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler en fait de votre étude sur le wokisme, les dangers que le wokisme présente pour la culture américaine. Donc actuellement, vous êtes témoin d'une nouvelle idéologie qui est née dans les universités américaines, le wokisme. Est-ce que vous pouvez nous donner une rapide définition du wokisme avant d'aller plus loin? Bien sûr, rapidement, le wokisme pour moi, c'est une quasi-religion, une néo-religion, je dis, qui a pris en fait beaucoup de pouvoir parmi une certaine partie de la classe intellectuelle aux États-Unis et dans d'autres pays aussi. Quand je dis quasi-religion, c'est un système de pensée au monde, d'organiser le monde, un système de symboles, de valeurs, un binarisme moral en fait, qui organise les êtres, les choses, en fait les idées, et qui essaie d'utiliser en fait ce système de manière politique pour diriger en fait ce qui se passe entre les êtres humains. Et donc ça a des origines dans les années 60 aux États-Unis, mais même plus loin que ça commence avec dans l'ère progressiste au début du XXe siècle aux États-Unis. Et donc le wokisme, pourquoi le wokisme? C'est parce que woke en anglais, ça veut dire éveillé ou conscient de. Et en fait, il y a tout un tas d'idées il faut être conscient de pour les wokistes, toute une collection d'idées sur la discrimination, sur les inégalités, sur les victimes et les victimizers en anglais, les deux côtés de ce binarisme moral. Et on parlera, je crois, un peu de ce contenu un peu plus tard. Oui, par la suite. Ouais. On dit souvent que les idéologies sont les produits de leur temps. Mais le wokisme, de quoi est-il le produit? Ça c'est compliqué, mais l'explication le plus directe, le plus rapide, c'est peut-être les années 60. Ça vient d'une crise politique et culturelle aux États-Unis. Et ça, c'est à peu près le même type de crise politique et culturelle qui a passé ici en France dans les années 60 aussi. Et c'est une crise d'idées, une crise politique aux États-Unis, mais aussi une crise dans l'identité de la classe intellectuelle aux États-Unis. Ça veut dire que la classe intellectuelle, et dont je vais parler beaucoup dans la communication, la classe intellectuelle aux États-Unis, ça c'est vrai pour les intellectuels dans presque tous les pays d'Occident, ils sont un peu différents que les autres classes en ce qui concerne leur intérêt pour les idées abstraites et les symboles. Ils passent beaucoup de temps avec ça. Et donc, quand il y a une crise d'identité de cette classe-là, ça produit une possibilité de rupture, une possibilité de beaucoup de changements, même de changements révolutionnaires. Et donc, pour moi, ça, c'est une vue assez simple de ce qui se passe là avec les origines, d'où ça vient. Merci, monsieur. Le wokisme se présente à nous comme une idéologie politique, mais vous l'assimilez à une nouvelle religion. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, c'est encore plus difficile ça, parce que en fait, facilement, pourquoi c'est une religion? En fait, c'est une quasi-religion, c'est pas une religion. Pourquoi pas une religion? Parce qu'il n'y a pas de Dieu. De toute façon, il n'y a pas de Dieu surnaturel. Et en plus, il n'y a pas de solution. Il y a presque toutes les religions, et surtout les monothéismes du monde, ils présentent, parmi d'autres choses, ils présentent une solution, une résolution d'un problème majeur pour les êtres humains. Ça, c'est le problème de la souffrance. Pourquoi on souffre? D'où vient la souffrance? Quelle est la cause ou quelles sont les causes de la souffrance? Est-ce qu'il y a des coupables? Il y a des personnes ou des choses qui sont coupables de la souffrance. Presque chaque religion présente une solution où ils essaient de toute façon de solutionner ce problème. Le wokisme aussi. Mais par exemple, pour le christianisme, il y a une solution à ce problème qui est franchement surnaturelle. La solution, c'est en fait le sacrifice,
l'auto-sacrifice en fait de Dieu, de Jésus-Christ. Et ça, c'est une manière en fait de résoudre le problème de la souffrance de manière surnaturelle. Pour les wokistes, en fait, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a que ce monde-ci. Et donc, ils essaient en fait de trouver une solution, mais là, c'est le problème avec tout le système de wokisme, en fait. Parce qu'il n'y a pas de solution vraiment pour ce problème dans ce monde-ci. Pas de problème naturel de ce problème. Ça, c'est quelque chose d'éternel, en fait, pour les êtres humains, la souffrance et le problème de culpabilité. Et donc, ça, c'est bien court, ça, c'est en fait, ça, c'est à l'origine de difficultés, de l'impossibilité même du wokisme comme système religieux ou quasi-religieux. Okay. Et au sujet de l'aspect quasi-religieux du wokisme, une religion peut créer une communauté, mais est-ce que le wokisme est capable de créer une communauté à son tour? Oui. En fait, il crée il fait la tentative de créer une communauté, mais c'est une communauté forcément totalitaire. Donc, dans ce type de communauté qui cherche le wokisme, il n'y a pas de possibilité, en fait, même s'il parle tout le temps des différences, de diversité, de la nécessité et même de la beauté des différences dans les êtres humains. Mais du point de vue des idées, il n'y a pas de possibilité de diversité pour le wokiste. Il faut être d'accord avec les normes, avec les règles, avec tout le système de pensée des idées. Si on n'est pas d'accord, en fait, on est du côté du mal, dans ce binarisme moral. Et ça, c'est un problème, surtout pour vous, si on trouve que vous êtes parmi les ennemis du wokisme, parmi les ennemis, en fait, du bien. Ça, c'est pas quelque chose de bien pour votre carrière, pour votre vie, tout cela. Et donc, la communauté, c'est plutôt... Moi, je trouve que quand ils parlent de communauté, les wokistes aux États-Unis, ils utilisent ce terme plutôt comme une arme dans la bataille des idées. C'est pas quelque chose, en fait, qu'ils créent, en fait, où ils essaient pas vraiment, en fait, de construire une communauté une communauté sociologique. En fait, il y a toute une littérature dans ma discipline de sociologie sur ce concept. Mais eux, ce qui est important, en fait, c'est d'utiliser le terme comme une arme contre les ennemis et après de former une communauté où il n'y a pas en fait, de possibilité de différence, pas de possibilité de vraie diversité d'opinions et des idées. Voilà, donc pour clôturer cette interview, nous changeons de thème. Comment le wokisme, selon vous, imprègne-t-il le système éducatif contemporain? Et dans la même mesure, quel est l'impact de cette idéologie pour l'avenir des plus jeunes? L'impact, c'est vraiment important en fait. Moi, je dirais plutôt c'est catastrophique de plus en plus aux États-Unis. Par exemple, selon le binarisme moral du wokisme dont j'ai parlé, il y a tout un tas d'idées, surtout des idées traditionnelles, des idées conservatrices, des idées qui sont au contraire, qui sont en conflit avec des idées wokistes. Tout un tas d'idées qui sont interdites. On peut pas parler de ça, on peut pas, comme professeur, il faut pas présenter ces idées à ses élèves. Il faut pas présenter même des livres ou d'autres écrits où se trouvent ces idées, parce que ça aussi, c'est pas bien. Il ne faut pas inviter, en fait, d'autres profs ou d'autres gens qui vont parler de ces idées. Et si on fait ça, ça a commencé avec des élèves ou des professeurs, parfois aussi des radicaux qui ont manifesté contre cette idée, ou contre ce cours-là, ou contre cet invité à l'université. Mais maintenant, de plus en plus, en fait, ça devient quelque chose d'administratif. En fait, comme les wokistes, ils ont de plus en plus contrôle, même dans les centres administratifs de beaucoup d'universités aux États-Unis. Ils ont maintenant le pouvoir d'interdire formellement, en fait, l'enseignement de certaines idées et de changer le système d'embauchement de nouvelles profs et de tout cela pour chercher plus de diversité, pour chercher en fait des gens qui sont plus au courant et plus aux côtés des idées wokistes. Et donc
ça c'est quelque chose que maintenant aux États-Unis, c'est un niveau assez grave. Et je crois dans l'avenir, en fait, ça va empirer parce que là, maintenant, il y a un poids déjà important des professeurs et des administrateurs qui sont de ce côté-là. Et ils embauchent d'autres, en fait, qui sont même plus radicales qu'eux. Et donc, ça change de plus en plus d'une manière régulière. Et malheureusement, en fait, ça pose vraiment des questions de ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce qu'il sera toujours possible par exemple, pour moi, de donner des cours que je donne aujourd'hui? Avec les livres que j'utilise dans ces cours, je ne suis pas du tout sûr. Très bien, merci. Et simplement, donc au niveau de la mentalité des jeunes que vous formez, comment vous pouvez mettre en perspective justement le wokisme? Comment le wokisme imprégnera-t-il dans voilà, la mentalité des jeunes que vous formerez en université? Encore une fois, je crois que c'est une question en fait, c'est une question sociologique. Vous avez une situation où il y a des élèves qui entrent dans une université et 90-95% des professeurs sont du point de leur politique, de leurs idées, tout ça, sont de la position woke, plus ou moins. Il y a, parmi ce groupe de 90-95, il y a peut-être la moitié qui sont très radicales et l'autre qui sont moins radicales, mais qui partagent les mêmes idées. Et donc, pour l'élève qui existe dans cette situation sociologique de l'université où la plupart des professeurs sont de ce côté-là, l'administration aussi, ils font beaucoup de choses pour organiser la vie, pour organiser les idées aussi des élèves de ce même point de vue. Ils sont là dans cette situation un peu séparée d'autres côtés du monde, d'autres possibilités de rencontrer des idées contraires. Et ils ont l'âge de 18, 19, 20 ans, très impressionnables, ils sont en train d'apprendre ce qu'ils pensent de la vie et de former leurs identités. Donc, c'est une situation presque parfaite pour les wokistes de former une génération de jeunes qui sont de leur côté. Et ça se voit dans les jeunes. Moi, j'ai 20 ans comme professeur aux États-Unis maintenant. Chaque année, en fait, ça change juste un petit peu et les élèves deviennent de plus en plus de ce côté-là. Il est plus difficile même de parler, par exemple, de l'être humain comme, bien sûr, un être social, un être culturel, mais aussi un être biologique. Il y a un côté biologique. Il y a, par exemple, une différence de sexe dans l'être humain qui est très important. De plus en plus, ça devient impossible, en fait, de parler de ça parce que les élèves, ils ne permettent ça. Ils ne vont pas permettre, en fait, qu'on parle de ces sujets-là parce qu'ils ont déjà appris que c'est interdit. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, professeur Riley, pour votre intervention, pour l'ensemble de vos réponses. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette interview. Pour approfondir le sujet, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette conférence sur la chaîne YouTube et Facebook de l'école. Et si le contenu de cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux. Merci beaucoup et à bientôt.